J'ai vu l'avion passer et derrière lui, c'était comme un nuage. Et puis après, c'était tout mon corps était trempé d'une certaine poutre assez gluante. Et je commençais à tousser, à tousser. Je ne savais pas que cette poutre qui m'a recouverte, c'est un poison. Je suis née pendant la guerre, je vis dans la guerre et maintenant aussi on est en guerre. Des hélicoptères en plein épandage ont passé la crête et ils n'ont même pas vu les enfants. Ils étaient en train de pêcher, de jouer près de la rivière et ils se sont mis à suffoquer. Cette nuit-là, ils ont tous été très malades. Ils ont eu la diarrhée et ils avaient du mal à respirer. Le lendemain, on est allé à la rivière et on a découvert des canetons morts, des écrevisses mortes, des truites mortes. On a appelé l'Office des forêts et ils nous ont dit « Oh non, aucun danger !» alors que c'était un mélange de 2,4-D et de 2,4,5-T. Autrement dit, de l'agent orange, interdit au Vietnam. Et personne n'a réalisé que c'était le même produit chimique qui était utilisé ici. Et c'est toujours le cas. L'agent orange a été une substance extrêmement destructrice dans une guerre qu'il a été tout autant. Dans un certain sens, l'agent orange est l'exemple le plus meurtrier de guerre chimique contemporaine. Quand j'avais environ 5 ans, je lisais tout ce qui me tombait sous la main. C'était pendant la Seconde Guerre mondiale et j'ai lu quelque chose qui parlait de tous les oiseaux tués par les marées noires dus aux navires bombardés. Et pendant toute la guerre, je me suis inquiétée pour ces oiseaux. Tu viens, Mike? Tu viens m'aider? C'est là que j'ai commencé à écrire des lettres. Je ne sais plus très bien à qui, pour qu'on s'occupe de ces pauvres oiseaux. Mon engagement date peut-être de ce moment-là, je ne sais pas. On s'est installé ici en 1974. Les enfants étaient tout le temps dehors. Ils passaient leur temps près de la rivière. Ils connaissaient tout ce qui nous entourait. Ils aimaient la nature et ils étaient conscients d'en faire partie. Il y avait des castors et des loutres dans la rivière à l'époque. Et évidemment, beaucoup de poissons, de hérons, de balbuzards pêcheurs. Mes enfants adoraient cet endroit. On était tranquilles. Les coupes à blanc, c'est une aberration totale. C'est comme les mines à ciel ouvert, mais sur un écosystème vivant qu'est une forêt. Au début, ils n'étaient pas obligés de replanter. Donc la plupart de ces coupes claires se sont transformées en vastes étendues de broussailles. Et puis, une loi est passée disant qu'on ne pouvait pratiquer de coupe à blanc que si on replantait dans les 3 ans. Donc, ils ont dû nettoyer toutes ces broussailles pour pouvoir replanter. Et ça a coïncidé avec la fin de l'utilisation de l'agent orange au Vietnam. Michael Newton de l'Université d'État de l'Oregon a récupéré des fûts d'agent orange que l'armée de l'air ne pouvait plus utiliser au Vietnam.
Et il vantait leur utilisation qui, selon lui, allait complètement révolutionner la sylviculture. Et ils ont commencé à recouvrir ces immenses zones de broussailles de grandes quantités d'agents orange. Le produit dérivait et on le sentait jusque chez nous. Quelques jours plus tard, notre jardin a commencé à mourir. Les enfants sont retombés malades, le chien aussi, et il en est mort. Carol est infatigable lorsqu'il s'agit de trouver des informations factuelles authentiques, basées sur des faits scientifiques, pour les soumettre aux élus locaux. En voyant ces gens absolument désemparés, je me souviens avoir pensé, « Bruce, il faut que tu trouves comment les aider, parce que personne ne veut le faire. » Je leur ai dit, il faut que des experts témoignent. Si vous arrivez à les faire témoigner, j'accepte cette affaire et on va aller en justice. Nous avons subi 1000 ans d'invasion des Chinois. Nous avons subi 100 ans de colonisation des Français. Déjà en 1953, les Américains sont déjà arrivés au Vietnam. Ma mère a participé à la résistance. Elle se battait contre le gouvernement à sa façon. Elle n'a pas de fusil. Elle est très connue et elle a de l'influence. Elle m'a donné une mission d'une petite messagère, une agent de liaison en clandestinité. Alors, on peut dire que j'ai commencé mon travail de résistante à l'âge de 8 ans. Déjà en 1960, la résistance a commencé dans le sud. Et moi, je vivais toujours avec la douleur à la pensée que ma mère est en prison, était torturée par la police du gouvernement du Sud. Ma mère était très fragile. Elle est fragile de santé. Et elle a dit, mais si je ne reviens pas, c'est toi qui vas me remplacer. Donc j'ai refusé d'aller poursuivre mes études dans le Nord pour participer à un combat, à une cause du Sud. La marche de Ho Chi Minh, c'est très longue, une marche de 4 ou 5 mois. C'était très, très dangereux. On était jeunes et notre idéologie, c'est de sauver notre patrie. On a traversé une région où les avions américains épandaient. Je me suis trempée dans des marécages de feuilles mortes jusqu'à nos genoux. On buvait cette eau-là. On mange les légumes qui poussent dans les environs. Donc on a mangé, on a bu du poison, quoi. Je suis restée à la base du Front National de la Libération, l'agence de presse. J'écris les nouvelles, les actualités. Mon mari travaillait à la commission des relations étrangères. Et j'ai mis au monde ma fille le soir du 30 juin 1968. C'était quand même un très joli bébé, tout le monde est content. Mais 2 ou 3 jours après, la peau commence à se détacher en lambeaux.
en morceaux. On ne savait pas pourquoi. Donc à 3 mois, elle est comme le nourrisson, quoi, plus maigre. Et elle commence à ne plus pouvoir difficilement respirer. La chef de la clinique, elle m'a dit que son cœur a 4 handicaps. J'espère que vous arrivez quand même à comprendre une jeune maman qui a son premier enfant, qui est déjà condamnée. Je me fais toujours des reproches, me disant toujours que moi je suis l'origine de sa maladie, l'origine de son décès. Et même si j'ai mes 2 autres enfants, c'est le visage de ma première qui reste ancré dans mon âme. Et ces reproches-là, je les portais pendant plus de 40 ans. Jusqu'au... Je savais que ce qui a tué ma fille, c'est le poison, c'est l'agent orange. Ma deuxième fille est née dans le Maquis en 71. J'avais eu très peur qu'elle attrape encore la maladie de sa sœur. Elle a une maladie incurable qu'on appelle l'anphthalacémie. Alors son pancréas est devenu énorme, comme si elle en a 2. Pour elle, elle est plus grièvement atteinte que moi-même. Je pense que peut-être on m'a donné une mission à accomplir. Trantonia a décidé de poursuivre devant la justice française tous les fabricants américains d'agents orange pour l'avoir empoisonné, elle et ses enfants. Elle veut que des responsables soient désignés pour l'utilisation de la substance la plus toxique de toute l'histoire des guerres. C'est le ténor du barreau et spécialiste des droits de l'homme William Bourdon qui la représente avec son cabinet. Le vent de l'histoire a accompagné Nia. Ce procès, il incarne cette ambition de la communauté des citoyens du monde qui considèrent qu'il faut mettre un terme à cette obsession de rester éternellement impuni, éternellement irresponsable. C'est un dossier sur le plan matériel, technique qui est lourd. Les enjeux sont très importants, donc ça va être sans pitié, ce procès. Après la rencontre avec William Bourdon, je me fais un peu de soucis parce qu'ils ont dit qu'envoyer 26 assignations à 26 firmes, cela fait une horde d'avocats contre le cabinet Bourdon. Le combat va commencer et dur. Je sais que je suis forte, mais des fois, on ne peut pas résister contre les maladies. At the White House, the stage of history is set for the first meeting between President Eisenhower and Senator Kennedy since the election. Lorsqu'Eisenhower a effectué la passation de pouvoir à John Kennedy, nous, les Américains, étions terrorisés par l'avancée du communisme, d'où notre volonté de l'arrêter où qu'il se trouve. Kennedy était séduit par l'idée de s'appuyer sur l'inventivité américaine et sur des technologies différentes, chirurgicales, pas uniquement sur d'énormes bombes pour mettre un terme à ces insurrections communistes. L'agent orange et les herbicides en général faisaient partie de cette stratégie. Here at the Dow Chemical Company in Midland, Michigan, revolutionary chemical killers are being produced to help rid us of these costly pests. One of the newest and most versatile weapons in Dow's arsenal of chemical warfare is 2,4-Dow Weed Killer. 2,4-D is a growth regulator type of weed killer.
The action is physiological, appearing to upset the plant's growth processes and causing gradual but certain death. En 1961, le gouvernement de Saigon était ouvertement partisan de l'utilisation d'herbicides au Vietnam. Le gouvernement de Diem combattait les insurgés communistes du Sud qui étaient ravitaillés par le Nord, parce qu'il estimait que c'était une menace pour lui. Ngo Dinh Diem s'autoproclame président du Sud-Vietnam en 1955 et y instaure un régime dictatorial entièrement dépendant du soutien américain. Voici un document d'octobre 1961. Les choses n'ont pas encore vraiment commencé. Ce sont des téléx de l'ambassadeur Frédéric Nolting disant que le président Diem réclame avec insistance qu'on épande du défoliant sur les récoltes. À Washington, les autorités hésitent et se demandent si c'est la chose à faire. L'opération Ranch Hand avait plusieurs volets, notamment un qui consistait à couper les vivres aux insurgés. Mais le plus connu, c'était l'utilisation de l'agent orange pour détruire la forêt, afin de les empêcher de se cacher et d'organiser des embuscades. À mesure que la guerre s'est intensifiée, le programme de défoliation a lui aussi pris une ampleur totalement insensée. Lorsqu'on épand aveuglément et à plusieurs reprises des millions de litres d'herbicides ultra concentrés sur d'immenses zones boisées, ça s'appelle une guerre chimique. Ça a été extrêmement destructeur et à grande échelle. C'était une arme de destruction massive. Ranch Hand, c'était le nom du programme de défoliation mené par l'aviation américaine. J'ai été envoyé au Vietnam en mai 1971 afin de rédiger pour la postérité ce qu'avait été le programme Ranch Hand. Je m'étais lié d'amitié avec un jeune lieutenant et un après-midi, il est venu me voir en me disant « On a reçu des ordres du quartier général. On était en 1971. Il faut effacer l'ordinateur et le balancer. Pas le sauvegarder ni l'envoyer à Washington. Le balancer. » Et il a ajouté « Si tu veux des informations pour ton rapport, viens avec moi ce soir au QG du commandement. On imprimera tout ça depuis mon bureau. » Il a allumé l'imprimante et on a tiré une pile de documents comme ça. Dans mon rapport, j'ai indiqué que les personnes exposées à l'agent orange développaient des pathologies graves. J'ai terminé mon rapport et il a immédiatement été classé secret. Le gouvernement l'a gardé sous clé pendant 35 ans. Il a même nié son existence. Le gouvernement fédéral a réquisitionné toutes les entreprises chimiques pour qu'elles produisent exclusivement de l'agent orange et d'autres substances pour la guerre du Vietnam. Elles savaient que plus elles en fabriqueraient, plus elles gagneraient d'argent.
Donc, pour pouvoir produire le plus possible et le plus vite possible, elles ont enfreint les règles en vigueur dans cette industrie. Elles ont utilisé un procédé de fabrication beaucoup plus court, à plus haute température, qui a généré la présence de dioxine dans le produit fini. Elles savaient que ça présentait un risque pour l'homme, pour la végétation, et que ça contenait un poison dont les effets seraient dévastateurs. Quand je préparais mon rapport, je suis tombé sur un document qui confirmait qu'on avait autorisé la production d'agent orange, qui est un mélange de 50% de 2,4-D et de 50% de 2,4,5-T, avec une plus grande concentration de dioxine. La dioxine étant un polluant contenu dans le 2,4,5-T. On savait que la dioxine était une substance cancérigène et mutagène extrêmement puissante. Elle provoque une mutation des chromosomes. Elle est aussi tératogène. Elle affecte le fœtus chez la femme enceinte. Donc une substance très toxique. L'Institut national des normes estime que la demi-vie d'une molécule de dioxine est de 2 milliards d'années. C'est pour ça que l'Agence de protection de l'environnement la considère comme l'équivalent du plutonium, autant pour sa toxicité que pour sa longévité. Donc elle ne disparaît pas, sauf sur le plan politique. C'était la première fois que des chercheurs créaient une molécule aussi toxique. Et ils savaient que même 1 ou 2 microgrammes par tonne pouvaient provoquer des malformations congénitales, des mutations, des cancers. Après des années de pression insistante de la part de la communauté scientifique, l'armée américaine est contrainte de suspendre l'utilisation de l'agent orange au Vietnam en 1971, mettant ainsi fin à une décennie de guerre chimique. Mais l'épandage d'herbicides aux États-Unis dans les forêts et les herbages considérés comme éloignés de toute présence humaine prolongée s'est poursuivi en toute légalité. Quand on a entamé les poursuites, c'était vraiment David contre Goliath. On était face à tous les avocats du gouvernement fédéral et au plus grand cabinet juridique de l'Oregon, qui représentait l'IFA, un groupe défendant les fabricants de produits chimiques et les exploitants forestiers utilisant ces produits. L'Office des forêts n'a pas voulu mener la moindre enquête de santé publique après ces épandages pour vérifier leur innocuité. Il s'est contenté de dire que ces produits n'étaient pas toxiques, sans chercher à savoir s'il y avait des victimes. C'était quand même étonnant. Au cours du mois suivant chaque épandage, le taux de fausses couches s'envolait. Ce qu'ils appelaient des avortements spontanés grimpaient en flèche, selon les chiffres des hôpitaux. Mon mari, notre infirmière et moi, on pratiquait entre 100 et 150 accouchements par an. Et on a constaté beaucoup plus d'anomalies congénitales qu'on aurait pu s'y attendre, notamment beaucoup d'anomalies cardiaques. Et je crois que c'était en 1978, j'ai accouché une femme dont l'enfant était anencéphalique, c'est-à-dire qu'il n'avait pas de cerveau. Et c'est tellement rare qu'au cours de ma carrière, je n'aurais jamais dû voir ça. Et 1 an plus tard, on a mis au monde un 2e enfant anencéphalique. La probabilité de rencontrer un 2e cas dans un petit cabinet d'obstétricien comme le nôtre était infinitésimale. C'est là que j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Et ce qu'il se passait,
C'étaient des épandages aériens d'herbicides. À l'époque, c'était essentiellement du 2,4-D qui était pulvérisé sur nos réserves d'eau potable, parce qu'elles sont en surface, près de la côte. Mes enfants participaient à ce combat contre les herbicides. Ils nous aidaient à rédiger les bulletins d'information, ils dessinaient sur les messages qu'on placardait. Voilà l'affiche que Daphné a faite quand elle avait 11 ans. Ils étaient au cœur de l'action. Il a fallu trouver très vite un nom pour notre association. Ça a été CATS, les citoyens contre les épandages toxiques. Ce n'était pas un nom très original, mais il a rempli sa mission. Bonjour. Ce n'est qu'après la création de l'association et le lancement de la procédure judiciaire qu'on a soudain obtenu une visibilité. Et ça a suscité une levée de boucliers de la part de l'industrie chimique et forestière. Chemicals are being used as a means of achieving environmental goals, really. The attack is not scientific, it's purely emotional. You know, the public does not understand, and we unfortunately haven't successfully communicated to the public as yet. Take 2,4,5-T, for example. 2,4,5-T is about as toxic as aspirin. The safety factor in the use of 2,4,5-T is far greater than the safety factors in the use of aspirin. Now, does the public understand that? Un samedi matin où mon mari était de garde à l'hôpital, deux hommes en costume ont sonné à la porte. Ils voulaient parler des herbicides. J'ai accepté. Mes deux enfants couraient et jouaient à proximité. Ces deux hommes ne m'ont pas vraiment expliqué qui les envoyait. Je leur ai dit « Entrez, venez prendre un café », parce que j'avais déjà eu, entre autres, la visite de plusieurs journalistes. Mais à un moment donné, ils m'ont demandé « Est-ce que vous savez à chaque instant où se trouvent vos enfants ?» J'ai bien été obligée de reconnaître que non. Là, j'ai mis fin à la conversation parce que c'était clairement une menace vis-à-vis de moi et de mes enfants. Et ça a marché. J'ai arrêté. Une camionnette avec des petites fenêtres teintées de part et d'autre est arrivée devant chez Carol et Steve, qui étaient les responsables de CATS, l'association des citoyens contre les épandages toxiques. Voilà pour toi. Leur véhicule était garé là-bas et ils se sont approchés de la maison avec tout leur matériel, pensant manifestement que j'étais absente. Et ils ne m'ont pas expliqué ce qu'ils venaient faire. Mais quand j'ai vu l'un d'eux fouiner et parler aux enfants, là, je me suis énervée. Il a demandé aux enfants à quoi ressemblaient les animaux déformés qu'on avait dans le congélateur. Parce qu'on en avait effectivement conservé quelques-uns pour les faire analyser et voir ce qu'ils contenaient. Quand ils sont partis, la porte arrière de la camionnette s'est ouverte et il y avait plusieurs grosses caméras à l'intérieur. Des employés de la compagnie du téléphone nous ont dit que notre ligne était sur écoute. C'était clairement une tentative d'intimidation à l'égard de ceux qui avaient intenté une action en justice pour essayer de faire limiter les épandages d'herbicides. On a obtenu une injonction provisoire. Grâce à toutes les études scientifiques qu'on a pu rassembler au cours de la procédure lancée par CATS, le juge a décidé qu'il fallait inclure dans le rapport d'impact environnemental de ces produits chimiques les effets qu'ils avaient eus au Vietnam.
Et ça a été un coup dur pour le Fils des forêts, parce qu'il y avait à l'époque des conséquences parfaitement démontrées au Vietnam. On a déversé 75 millions de litres de ce truc là-bas. Leurs bassins versants sont contaminés, leurs rizières sont contaminées, leurs puits sont contaminés. En fonction de qui vous choisissez de croire, il y aurait entre 400 et 500 000 adultes contaminés et un demi-million d'enfants. On est déjà aux 4e génération de victimes. Donc il y a des millions de victimes au Vietnam qu'il faut prendre soin, qu'il faut s'occuper. Si j'avais eu l'occasion de rencontrer un représentant de Monsanto, j'aurais essayé de le convaincre qu'ils avaient eu tort de faire ce qu'ils avaient fait à l'époque et qu'il fallait qu'ils essaient de réparer leurs erreurs. Il y a 26 centres qui s'occupent des victimes de l'agent orange dans tout le Vietnam. Mais la plupart sont pris en charge dans leur famille. Notre action a été très mal vue. La propagande mise en place par l'industrie chimique et forestière consistait à dire premièrement que ces épandages étaient inoffensifs et deuxièmement qu'on était des illuminés. Ils ont convaincu certains bûcherons qu'ils allaient se retrouver au chômage s'ils ne pouvaient plus utiliser d'herbicides. La maison était en flammes quand Carol est arrivée dans l'allée. Totalement en feu. Patrick a dû maîtriser Carol parce qu'elle avait pris le couteau qu'elle avait à la ceinture et elle courait vers le sommet de la colline. Il l'a immobilisée. Il était sûr qu'elle voulait se suicider. Les 4 enfants du couple Van Ström sont morts. Ça nous a tous anéantis. On ne pouvait pas y croire. Les pompiers ont dit que c'était un incendie criminel. J'ai du mal à en parler. Je n'y arrive pas, en fait. Ils m'ont fait le pire qu'ils pouvaient me faire. Ils ne pouvaient plus m'atteindre. Les animaux étaient toujours là. C'est ce qui m'a fait tenir. C'était ce qui me restait de mes enfants, ce qu'ils aimaient. Tiens, c'est pour toi. Oki, c'est le plus grand. Il a 30 ans. Il est très intuitif. Quand il sent que vous n'allez pas bien, il vient se mettre contre vous pour vous réconforter. Coucou Rudy. Il veut vous aider à aller mieux. Je compte sur lui. C'était le garage. Par terre, il n'y avait rien.
Donc on a posé un sol et je me suis installée là. Et j'y suis toujours. D'une certaine façon, c'est pour honorer la mémoire de mes enfants que j'ai continué. Eux aussi se sont battus. Ce n'était pas que moi. La seule chose à faire, c'était de continuer. On est dans le maquis, à la base du Front National de la Libération. Chaque année, on a un jour de souvenir. Ça me fait revenir 40 ans en arrière. La base américaine est à quelques kilomètres de là. Donc, ils ont épandé les défoliants. C'est pour ça aussi que plusieurs de nos amis journalistes sont morts déjà pendant la guerre par des cancers, et surtout le cancer du foie. Maintenant, mais ils continuent à avoir des cancers, que de cancers. Ils sont presque tous cancéreux. Je suis actuellement menacée par un cancer de foie. L'agent orange n'épargne personne. Les soldats américains ayant servi au Vietnam ont eux aussi développé des cancers et d'autres maladies attribuées à leur exposition à l'agent orange. Après la guerre, des vétérans ont entamé un recours collectif contre les fabricants de ce produit chimique. Newly released court documents indicate that the companies which manufactured Agent Orange knew as far back as the 1960s that one of its ingredients, known as 2,4,5-T, contained the toxic contaminant dioxin. J'étais absolument halluciné de voir des documents, des notes internes des fabricants de produits chimiques disant « On sait que c'est toxique, mais on va le commercialiser quand même ». Dow Chemical a compris qu'il valait mieux trouver un accord sur l'agent orange pour que ces informations ne soient pas divulguées. À l'automne 83, Dow, en tant que principal fabricant du 2,4,5-T, a retiré toutes ses homologations pour cette substance. Et ça a eu pour effet de tout enterrer. Toutes les preuves sur la présence de dioxine dans l'environnement, dans le corps humain, chez les vétérans du Vietnam. Des informations très compromettantes sur les conséquences sanitaires du 2,4,5-T et de la dioxine ont été mises sous le boisseau, définitivement archivées à l'Agence pour la protection de l'environnement, à part ce que j'ai pu récupérer. Ces informations auraient été de la dynamite en faveur des vétérans si l'action en justice s'était poursuivie. Mais ça n'a pas été le cas. Mon père m'a raconté qu'il pouvait me tenir dans sa main comme ça tellement j'étais petite. Il me manque le bas de la jambe droite, des doigts, un gros orteil et les autres sont palmés. Oui. Mon histoire ressemble à celle de beaucoup d'enfants vietnamiens, mais aussi américains. On a en commun le même type de malformation. Mais est-ce que maintenant, votre gouvernement vous reconnaît comme victime de l'agent orange ou non? Non, je ne reçois aucune allocation du gouvernement. Ils ont dit que les enfants des vétérans du Vietnam n'étaient pas touchés. J'espère qu'avec votre action en justice, les choses vont changer et que ça va marcher cette fois. De 2004 à 2008, l'avocat Jonathan Moore et ses confrères ont poursuivi les fabricants de produits chimiques
au nom de l'Association vietnamienne des victimes de l'agent orange. Leur plainte a été rejetée. On a été déboutés. C'est frustrant. Le rejet a été confirmé par la Cour suprême des États-Unis en 2009. Ces entreprises ont réussi à éviter de rendre des comptes pour ce qu'elles avaient fait. Donc, votre procédure est très importante, parce que c'est peut-être la dernière chance qu'on aura de leur demander de répondre des dommages qu'ils savaient pertinemment qu'ils allaient occasionner en fabriquant ce poison. Des gens qui vivent aux États-Unis, qui vivent au Vietnam, donc en priorité, qui vivent en Corée du Sud, qui vivent en Australie, qui vivent en Nouvelle-Zélande, développent les mêmes pathologies, tandis qu'ils ne vivent pas au même endroit, qui n'ont pas les mêmes modes de vie, qui n'ont pas le même environnement, qui n'ont pas la même alimentation. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? D'avoir été en contact avec l'agent orange. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas une preuve. Et les victimes sont là, sont des preuves bien plus pertinentes. Mesdames et messieurs, par rapport à celles de millions de victimes de la dioxine qui vivent et souffrent encore dans tout le Vietnam, mon histoire est banale. Si, aujourd'hui, j'ai demandé à témoigner devant le tribunal international d'opinion, c'est parce que je voudrais parler pour ceux qui ne peuvent plus le faire, ceux qui ont été tués par ce maudit produit pendant la guerre, puis au cours de ces 35 années qui l'ont suivi, ceux qui en souffrent toujours. Je désirerais faire mon devoir de mémoire. À ce moment-là, j'ai rencontré aussi André Bouny et Maître William Bourdon. Et ils m'ont demandé si je veux me lancer dans cette procédure-là. Les plaintes déposées aux États-Unis ont été déboutées. Alors moi, je serai peut-être la dernière chance pour les victimes. Peut-être cela fera jurisprudence pour les autres victimes. Si dans cette forêt du comté il n'y a plus d'épandage aérien, c'est grâce à la série de procès qui a débuté avec celui intenté par Katz. Mais qu'en est-il de tous ceux qui habitent un peu plus loin et qui sont entourés de forêts privées où il y a de l'épandage? Les citoyens du comté de Lincoln, dans l'Oregon, ont voté l'interdiction de tout épandage aérien d'herbicides en 2017. Mais 2 ans plus tard, une juge du comté a annulé l'interdiction, permettant ainsi à une loi de l'État de l'Oregon, appuyée par des lobbies privés, de prévaloir sur une décision de citoyens. L'un des 2 ingrédients de l'agent orange, le 2,4-D, est un composé actif qui entre toujours dans la composition de 750 herbicides à l'heure actuelle. Le conglomérat allemand Bayer, propriétaire de Monsanto, déclare que le 2,4-D contenu dans ses produits est conforme à la législation européenne qui fixe la limite de dioxine à 10 mg par tonne. Le Centre international de recherche sur le cancer a classé le 2,4-D comme possiblement cancérigène pour l'homme. Sa toxicité continue à faire débat. Ils vont laisser ces produits sur le marché, quoi qu'il arrive. Le seul espoir, c'est que le mouvement pour les droits des communautés continue à faire pression pour qu'on puisse se protéger contre ce type d'empoisonnement. C'est peut-être un vœu pieux, mais puisque la Cour suprême a dit que ces entreprises avaient les mêmes droits que des personnes, alors nom d'une pipe, elles devraient aussi être passibles de la peine de mort comme n'importe qui. Pour chaque livre vendu, il y aura 5 € qui partiront sur le compte du procès. J'espère qu'à travers ce livre, vous arrivez quand même à comprendre un tout petit peu encore l'histoire de mon pays. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Bertrand Hoppel. L'esprit de cette procédure, c'est avant tout d'établir la responsabilité et le lien de causalité par un juge. C'est extrêmement important. Et là où on a pu finalement fonder la compétence du juge français pour trancher ce litige, c'est parce que Nia
a la nationalité française. Vraiment, On est déjà à la 4e année. Jusqu'à présent, il n'y a que des audiences de procédure, de mise en état. L'empoisonnement de la dioxine dans mon corps, on ne le savait que très récemment. Quand j'ai vu qu'il y a une reste, il existe quand même des traces de la dioxine dans mon sang, ce qui peut m'aider à avancer dans le procès, alors j'étais très contente. Jonathan Moore a mis à disposition l'intégralité des éléments de preuve de sa procédure afin de faire avancer celle de Trantonia. Jonathan, je voudrais vous remercier pour tout ce que vous nous avez donné. Et maintenant, j'ai un cancer, donc il faut nous aider à pousser le procès. Maintenant, c'est la course, la montre pour le procès. Donc, vous serez toujours près de nous. Peut-être Monsanto et compagnie souhaitent prolonger pour attendre la fin de ma vie, quoi. Mais ils ne peuvent pas sous-estimer le combat de la vieille David, quoi. Et c'est à vous de m'aider à le faire aussi, parce que vous êtes 1000 fois plus fort que moi. L'agent orange est, comme dit André Bonny, l'ancêtre des pesticides et puis des OGM. Donc si on laisse oublier l'agent orange, alors le trame des pesticides va continuer, quoi. Après la guerre du Vietnam, il restait plus de 7 millions de litres d'agent orange inutilisés. En 1977, l'armée américaine en a incinéré plus de 5 millions au large de l'atoll Johnston dans le Pacifique. Des centaines de milliers de litres ont également été enfouis à faible profondeur dans plusieurs décharges de par le monde. La contamination à la dioxine est présente sur tous les sites où le défoliant a été fabriqué, testé, expédié, stocké et jeté. On se qualifie nous-mêmes d'archivistes compulsifs. Il s'agit de documents accumulés sur plus de 40 ans dans le cadre d'actions pour la liberté de l'information, en particulier plusieurs procès pour obtenir des documents de l'Agence de protection de l'environnement, des procès concernant les PCB et l'agent orange, afin d'essayer d'empêcher les épandages aériens ici. J'ai obtenu de Dow Chemical des papiers qu'ils auraient préféré cacher. Comme je n'avais pas les moyens de payer un lieu de stockage, Peter van Stackelberg, un journaliste canadien, s'est démené pour trouver des fonds afin qu'on puisse les scanner. Les Poison Papers sont sortis comme ça. On a dû scanner pas loin de 200 000 pages. Il les téléchargeait à mesure qu'elles étaient scannées. 10 heures par jour, non-stop. La plupart de ces documents concernaient des essais frauduleux de produits chimiques.
Du coup, les avocats qui participent à ces procès peuvent avoir accès à ces informations et les utiliser. J'espère bien que ça va faire du bruit. Le but, c'est de les rendre accessibles à tous ceux qui en ont besoin. Que tous ces documents sont des documents internes et c'est extrêmement difficile de se les procurer. Et donc, on a pu bénéficier de tout le travail que Jonathan et l'équipe d'avocats américains avaient réalisé. Et avant eux, il y avait eu aussi un travail d'investigation mené par des journalistes, par des lanceurs d'alerte. Et cette mutualisation du travail, mutualisation des expériences est évidemment indispensable pour nous. Les organisateurs de la 36e conférence environnementale d'utilité publique ont le plaisir de remettre cette année le prix David Brower à Carol Van Strom, en récompense de sa remarquable action en matière de justice sociale et environnementale dans le comté de Lincoln, dans l'Oregon. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont remis ce prix. C'est fabuleux. Mais je voudrais aussi préciser que ce n'est pas qu'un combat personnel. C'est aussi le combat d'un grand nombre de personnes, dont certaines ne sont plus en vie aujourd'hui. Et ce qui va faire changer les choses, c'est qu'il y a plusieurs générations d'agitateurs qui arrivent et qui, j'espère, vont réussir à obtenir beaucoup plus que nous. Je consacre mes dernières forces aussi pour que ça gagne, pour que justice soit faite pour les victimes de la Léocine, non seulement du Vietnam, mais les victimes américaines aussi. Et c'est ça qui me rend encore plus forte. Il y a 5 ou 6 ans, beaucoup qui ne savaient pas ce que c'est que la dioxine, ce que c'est que l'agent orange. Maintenant, j'ai des milliers d'amis qui me soutiennent. J'ai 7 ou 8 associations d'amitié, Suisse, Belge, Italie, Vietnam, qui me soutiennent. Et je pense que c'est là la victoire. C'est là qu'on gagne.